Et coucou, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve après une longue absence de ma part. Je voulais vous présenter toutes mes excuses, même si vous vous en fichez certainement. Honnêtement j'ai abusé, j'ai complètement abusé. J'ai choisi de traiter d'un sujet qui m'a dépassé. Donc si vous me pardonnez et vous acceptez de regarder la suite de la vidéo, je vous invite à rester. Aujourd'hui on va parler de romantisation. Donc c'est un sujet dont j'avais envie de parler parce que je trouve qu'on peut retrouver pas mal de déclinaisons, pas mal de processus de romantisation partout autour de nous, avec des objectifs différents, et j'avais envie de parler de ça. Tout ça pour dire que la romantisation c'est quoi? La romantisation c'est le fait de transformer en roman. Donc pour moi il s'agit du fait d'enjoliver la réalité, d'opérer consciemment ou non une transformation d'un certain récit dans un objectif de rendre, je sais pas, le rendre plus esthétique, plus appréciable, plus tout ce que vous voulez, plus plein de qualité. Et en fait pour moi il y a une relation assez étroite entre la romantisation et le rapport, justement un rapport à la cinématographie. Dans le sens où je trouve que c'est assez intéressant de décrire ces phénomènes sous l'angle de la cinématographie, parce que je trouve que ça permet de mieux comprendre les objectifs qu'il y a derrière, les enjeux. Et du coup c'est ce que je vais faire tout au long de cette vidéo, et j'ai l'impression d'être super abstraite, et Maëva vient au fait. Deuxième partie, les domaines d'application. Un premier domaine d'application de la romantisation, on va commencer par simple, les séries et les films. C'est le truc par excellence, la romantisation par excellence, et là on a une romantisation dans un objectif de divertissement. Les séries et les films vont romantiser tout un tas de situations telles que l'amitié, l'amour, la drogue, le vol, tout ce que vous pouvez imaginer, le karting, voilà, tout ce que vous voulez. Et dans cette situation-là, on a un objectif qui est quand même plus que assumé de gommer la réalité pour n'en laisser que l'agréable dans un objectif purement, comme je disais, de divertissement ou d'esthétique. Et donc j'avais envie de prendre deux exemples de séries. J'avais envie de parler en premier de la série Euphoria, qui est pour moi l'une des séries type de la romantisation. Je sais pas si vous avez vu, vous l'avez certainement vu, mais je le dis quand même, que le personnage principal il s'appelle Wu, et c'est une fille de 17 ans, une lycéenne qui est accro à la drogue. On voit un petit peu son combat, etc. Tout un tas de choses. Et donc dans cette série qui est super jolie, c'est une série que j'ai adorée, du coup on a quand même une romantisation assez nette de l'usage de la drogue, dans le sens où quand le personnage principal se drogue, on a vraiment toute une expérience esthétique super agréable. On a l'impression qu'on est limite dans un rêve. En fait c'est limite si ça donne pas envie soi-même d'essayer, même si c'est pas du tout le but de la série, et la série est quand même très claire là-dessus. Mais le fait est qu'il y a quand même un travail de romantisation de l'usage de la drogue. Après je connais personne qui se drogue autour de moi, et c'est pas du tout un milieu dans lequel j'ai été plongée, mais je me doute un petit peu que la réalité c'est pas ça. Et un deuxième exemple que j'avais envie de prendre, c'est la série Emily in Paris. C'est une série où, pour la faire courte, c'est une américaine qui bosse aux États-Unis et puis qui a une opportunité de travail en France, et qui du coup vient en France et découvre la vie française, et plus particulièrement la vie parisienne avec les Parisiens, les Français, etc. Enfin bref. Et c'est une série qui a reçu beaucoup trop de critiques à mon goût, parce que c'est une série qui est géniale, mais qui romantise Paris, la France, les Français, mais de A à Z. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la vie française. Moi je me reconnais pas du tout dans les Français qui sont dépeints dans cette série, mais en fait le truc c'est que c'est pas le but, dans le sens où Emily in Paris n'est pas une série documentaire de la France et de Paris. Et du coup en fait juger la série en disant oui ça ressemble pas à la France, c'est n'importe quoi, les Français sont pas comme ça, c'est cliché, je trouve que c'est passé à côté de la série, parce que ça a jamais été l'objectif. Et au contraire, même le scénario, même les histoires qui lui arrivent sont complètement tirées par les cheveux, ça n'arrive à personne. Et donc on se doute bien que là l'objectif c'est pas de faire un truc qui est réel. Le but de la série, et moi perso ce qui m'a motivé à regarder la série, c'est vraiment l'aspect hyper romantisé, l'aspect pas du tout réel, l'aspect où juste j'avais envie de m'évader dans un faux Paris avec une américaine cliché à souhait et qui vient vivre des expériences qui n'existent pas. Et du coup là on a un objectif de divertissement qui est quand même très net, et juger cette série en me disant que ça ressemble pas à la France, je suis désolée mais c'est vraiment complètement passé à côté du sujet. Donc voilà, c'est bon, j'ai fini de régler mes comptes avec les détracteurs de Emily in Paris. Il y a un deuxième domaine d'application de la romantisation, j'avais envie de parler des influenceurs, et là on a un objectif qui est cette fois-ci la vente, dans le sens où les influenceurs font un gros travail d'image pour justement vendre une image qui est agréable, et par la suite vendre des produits qui sont associés à cette image. Donc on a vraiment toute une esthétique qui est bien travaillée. Et d'ailleurs ce qui est rigolo, c'est que dans tout ce travail où rien ne dépasse, tout est toujours propre, tout est toujours bien calculé, et où ils ont l'air de beaucoup se mettre la pression sur justement toute l'esthétique autour de leur univers, et bien du coup parfois la réalité vient créer une brèche dans tout cet imaginaire qu'ils ont créé. Ils font un post où ils disent bon voilà, j'avais pas envie de parler de ça, de ce problème XXX, ici j'avais envie de partager des good vibes, mais bon voilà, on me demande mon avis, etc. Et c'est drôle à observer parce que c'est vraiment le truc de la romantisation à souhait, au point où la réalité n'a pas sa place. Bref, c'était un petit aparté. Donc concernant les auteurs de la romantisation, donc les influenceurs, ils sont auteurs de leur
récit, de leur storyline. Ils sont responsables de la retouche, de l'atmosphère, de la musique, des filtres, de ci, de ça, enfin bref. On a ensuite la partie de l'acteur, donc où ils se mettent en scène, mais après ce qui est particulier avec les influenceurs, c'est qu'on sait pas si ils sont acteurs de ce qu'ils vivent et ils se filment en train de le vivre, ou alors est-ce qu'ils se mettent en scène en train de vivre quelque chose, et ensuite une fois que ça a été filmé ou pris en photo ou ce que vous voulez, ça n'existe plus. Et donc c'est là où il y a un petit peu la particularité, où on sait pas vraiment si certains se croient vraiment là où ils sont, ou si alors ils sont réellement là où ils sont. Je sais pas si ma phrase a beaucoup de sens, mais c'est pas grave. Et après il y a les spectateurs, nous voilà, qui regardons, qui consommons le contenu en tant que bons consommateurs, de créateurs de contenu. Ensuite un troisième exemple de domaine d'application, ce sont les girl boss, où là on a un objectif de motivation. Après je vais passer assez vite sur cette partie parce que j'ai fait toute une vidéo qui parle de la girl boss, que je vous invite à aller regarder. Et donc toute cette histoire autour de la girl boss, etc. constitue quand même une sorte de romantisation, avec une romantisation de l'entrepreneuriat et de ses difficultés. Un autre domaine d'application, c'est tout ce qui tourne autour de l'esthétique. Je sais pas comment prononcer ça en anglais, enfin on dit esthétique et en français on dit esthétique. Après je pense que pour faire la distinction entre les deux, je vous écrirai esthétique sur... Oh merde, je viens de me donner du boulot au montage, non. Là on a un objectif qui est de constituer un échappatoire visuel, dans le sens où on est dans quelque chose qui est assez statique, on est dans une atmosphère qui est vraiment purement de l'esthétique, c'est-à-dire que ce soit dans les tenues, dans tout un tas de choses, la décoration, ou même la tenue d'un blog, ou voilà, c'est vraiment purement de l'esthétique, il n'y a pas d'application concrète de tout ça, pour constituer justement un échappatoire visuel qui est construit de toutes pièces. Donc on a un univers qui est bien défini par certains codes dans lesquels on se retrouve, et d'ailleurs on peut retrouver des conseils ou des vidéos ou des trucs comme ça qui disent comment être une Tumblr girl, comment être ci, comment être ça, enfin c'est assez explicite. Et donc tout ceci m'amène à parler du main character qui constitue un échappatoire mental. J'avais envie d'approfondir un petit peu plus sur cette partie parce que je la trouve vraiment très intéressante. Donc pour moi le main character, je vais développer et définir ce que c'est, mais ça s'inscrit vraiment dans la suite, dans la continuité en fait de tout ce qui est ce travail d'esthétique dont j'ai déjà parlé, sauf qu'ici on a vraiment une proposition d'application concrète dans le réel, c'est-à-dire que là on n'est plus seulement dans un échappatoire visuel, mais vraiment dans un échappatoire mental. Et donc j'avais envie d'en parler dans une troisième partie parce que je trouve qu'il y avait quand même beaucoup de choses à dire sur sur tout ce phénomène-là. Donc je vous propose de rester parce que je trouve ça très intéressant. Donc, le main character, énergie, syndrome, vibe, je sais plus comment ils appellent ça. Le main character, qu'est-ce que c'est? Le main character, c'est tout simplement le fait d'imaginer sa vie comme si on était le personnage principal d'une œuvre de fiction. Et donc c'est quelque chose qui est né sur TikTok, ou en tout cas qui a été explicitement formulé sur TikTok, même si je pense que c'est un truc que tout le monde a toujours un peu fait. Et l'origine est un petit peu floue et ça a été popularisé notamment grâce à un TikTok. Je savais pas trop par où commencer pour parler de ça, pour le décrire. Alors ce que j'ai fait, c'est que, comme d'habitude, je suis allée sur Pinterest et j'ai tapé Main Character Syndrome et j'ai regardé ce que je trouvais, parce que vraiment Pinterest pour moi c'est limite de la sociologie. La plupart du temps ce sont des jeunes, donc ça va de l'adolescent au jeune adulte. Ce qui est rigolo, c'est que ils sont toujours en mouvement, en action, en mouvement ou en train de rire, dans le dynamisme. La plupart du temps ils sont à plusieurs, genre le personnage principal n'a pas l'air d'être seul. Il a l'air heureux, il a l'air détendu avec ses amis, voilà. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, ça peut s'appliquer à n'importe quelle esthétique. Du coup, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai tapé sur YouTube, et sur YouTube, on retrouve deux catégories de vidéos principalement. Donc la plupart du temps, la majeure partie des vidéos qu'on trouve, ce sont des playlists. Ça nous immerge vraiment dans un univers assez rétro et surtout toujours aussi dynamique. On a quand même aussi pas mal de vidéos de conseils sur comment faire pour être le main character. Et en fait je trouve que le fait que ce soit super explicite comme ça traduit une sorte de manque de confiance en soi qui est un petit peu enfoui. Dans le sens où dans ce genre de vidéo, la plupart du temps, les personnes qui font ce genre de vidéo disent que les autres sont les main characters de leur vie. Nous aussi on devrait être le main character de la nôtre. Et en fait pour moi la question du regard elle est vraiment centrale ici, dans le sens où on surinterprète et on romantise les actions des autres en leur attribuant des qualités, en leur attribuant une cinématographie justement de personnages de fiction, de personnages de films ou de personnages de séries. Je dis pas qu'il y a jalousie derrière, mais juste il y a confrontation en fait entre l'individu et ses propres insécurités en regardant les autres, et les autres incarneraient du coup tout ce que nous on n'aurait pas. Et du coup il faudrait être comme ce personnage de fiction qui n'existe pas du tout, ou alors être comme cette version d'une personne qu'on connaît pas et qu'on aurait romantisé. Il y a une notion de side character qui est très explicite aussi, qui est le fait que du coup on serait le personnage de second rang et que du coup il faut se réapproprier son récit pour justement redevenir le main character, enfin devenir le personnage principal. Il y a une
sorte de hiérarchisation des rôles qui peut être intéressante si on parle, je sais pas, si on étudie un livre ou justement si on étudie une œuvre, mais je trouve que rapporté à la réalité, je trouve ça assez triste dans le fond. D'ailleurs, dans ces conseils également, on retrouve le fait d'enregistrer des images, parce que pour moi, en fait, tout ceci n'a de sens que si on enregistre des images, parce qu'on est toujours dans la cinématographie. On dit qu'on veut être le personnage principal d'un film, on est dans la cinématographie d'un film. Dans le main character, la particularité, c'est que l'individu est à la fois auteur, acteur et spectateur de son propre film pour maîtriser justement toute la cinématographie de sa vie. En ce qui concerne le spectateur et l'acteur, on a ici une sorte de dualité qui est assez particulière, dans le sens où il y a vraiment un processus d'abstraction. On est à la fois l'acteur du récit, on est la personne qui vit, qui vivons notre vie, le reste du monde et le reste de ce qui nous entoure devient du décor et devient de la figuration. Et en plus de ça, pour que les choses aient de la valeur et pour qu'on ait la sensation d'être le main character, il faut qu'on se regarde vivre ces moments de vie, avoir conscience en fait qu'on est l'individu du film. Et du coup, on doit à la fois être dans le moment et vivre le moment, et on doit à la fois s'extraire du moment pour se dire regarde, tu es dans le moment. Parmi les TikTok de main character, etc., on retrouve beaucoup, en fait la majeure partie du temps, du travail en fait de personnes qui font du montage de moments de vie random où ils sont à la plage, ils sont contents, ils sont au feu d'artifice, etc. Ils font un petit montage de ça, ils mettent de la musique, des filtres et tout. Et justement, on a des compilations donc de moments de vie qui sont assez simples et qui sont ensuite romantisés. Du coup, les choses commencent à prendre du sens à partir du moment où on a fait ce travail de romantisation des moments de vie qu'on a vécu. Et là, on peut se dire, bah tiens, c'est trop cool, j'ai été cette personne-là, j'ai été le main character, mon TikTok ressemble au TikTok de la voisine, qui elle est le main character, etc. Et concernant le travail d'auteur, et on est également l'auteur de son propre récit, dans le sens où si on vit quelque chose de triste, on sera dans le moment triste du film. Si on vit un moment fort, on est trop content, on sera dans le moment fort du film, etc. Enfin, vous avez compris la logique. Et donc pour terminer avec le main character, j'avais quand même envie de parler de pourquoi est-ce que c'est agréable, parce que pour moi ça permet entre autres de reprendre le contrôle de sa vie, reprendre le contrôle de son récit. Ça permet aussi de remettre à plat cette sorte de hiérarchie dont j'ai parlé, une hiérarchie qu'on aurait créée et qui n'existe d'ailleurs pas. Ça permet d'être moins impressionné par des personnes qui ont du charisme, parce que justement on se dit que on se réapproprie sa personne et on se dit bah moi aussi en fait je suis capable d'avoir autant de charisme, autant de faire des choses aussi incroyables que cette personne qui est là. Et du coup on est moins impressionné et ça peut limite, et d'ailleurs en troisième point, permettre de se redonner confiance, d'à nouveau avoir confiance en soi. Et peut-être qu'en plus ça peut être une simple étape avant d'avoir pleinement confiance en soi et de ne plus avoir à passer par ce travail de romantisation et d'abstraction pour avoir le sentiment d'être encore une fois un individu épanoui, d'un individu qui a confiance. Et ensuite, pour terminer cette vidéo, si ma batterie me le permet, j'avais envie de parler assez rapidement des limites globales et de conclure sur cette vidéo en disant que pour moi, tous ces processus de romantisation dans leurs différentes applications sont intéressants. Je trouve ça intéressant à observer, mais pour moi, en fait, la grosse limite dedans, c'est le fait de savoir rester lucide et le fait de savoir rester conscient que ce n'est pas la réalité, et en fait le fait de savoir faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre du réel et de l'ordre de la romantisation, parce que au final on risque de s'y perdre. Tout ça pour tous les différents domaines d'application que j'ai cités, savoir que dans les séries comme Euphoria où ils font l'usage de la drogue, et ben ce n'est pas la réalité, et que la drogue c'est terrible et que c'est pas du tout quelque chose de beau, quelque chose de stylé, quelque chose de ce que vous voulez. Être conscient que Emily in Paris ce n'est pas un documentaire de Paris, être conscient que ce que les influenceurs montrent ce n'est pas la réalité non plus, être conscient que voilà, dans les films, dans les séries ils sont peut-être cool mais pareil ce sont des personnes qui n'existent pas, donc ça sert à rien de se comparer à eux. Voilà, je me grouille parce que encore une fois ma batterie me dit de me taire. J'espère que ça vous aura plu. Du coup si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour voir d'autres vidéos de ce type. Et surtout n'hésitez pas à commenter pour me donner votre point de vue, vous apporter vos nuances et me dire là où vous auriez complété, là vous êtes d'accord, pas d'accord, enfin bref qu'on parle. Voilà, donc je me retire et puis je vous fais des bisous. Bisous.